Pierre Albouy du collectif du 5 novembre. Une précision en fait sur ces enquêtes publiques. Il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre d'enquêtes publiques qui sont liées à l'habitat insalubre spécifiquement. Emmanuel a cité tout ce qui est lié à les PRI, donc les enquêtes publiques dont l'objectif est d'obliger un propriétaire à retaper, et s'il ne retape pas, la puissance publique peut exproprier. Il y a les lois Vivien, etc. Là, on est sur un autre choix, c'est une enquête publique destinée à une opération. On les voit fleurir actuellement dans le quartier, essentiellement pour des logements sociaux. Vous voyez marqué enquête publique, logement social. Là, il y a un projet et on vous explique que ce projet est d'intérêt général. On vous fait valider cet intérêt général dans l'enquête publique et après, ça autorise à l'expropriation. Et puis, il y a un cas dérogatoire à ce cas-là, c'est lorsque votre projet n'est pas assez avancé, mais certain. Cette dérogation, c'est ce qu'on appelle l'enquête publique foncière, où, ok, on n'a pas de projet, mais par exemple, on sait qu'on va créer une gare TGV au milieu des champs et qu'il va falloir des emplacements pour les parkings, la gare, les trucs, et on s'achète un grand périmètre pour faire l'opération. Ça, c'est l'enquête foncière. Mais elle est quand même basée sur une opération simplement pas encore avancée. En général, on ne demande pas l'utilité publique sans qu'il y ait un projet derrière. Ce qui est là la caractéristique de ce projet-là. Et le choix de cette chronologie de l'institution de tout de suite mettre en place une déclaration d'utilité publique, là ici, on ne connaît absolument pas et on ne sait pas et on n'a pas suffisamment discuté tous ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on voulait de cet espace-là. Donc en fait, on est en train, en d'autres termes, d'activer un outil qui est donc cette DUP, avec tout un processus, avec un registre, avec bon, sans avoir un minimum, à minima, une idée de ce qu'on pourrait faire de cet espace-là. Bon. Donc ça, c'est une première critique qu'on peut faire de la démarche, qui est une démarche qui est pour nous, qui est une démarche très technicienne. C'est-à-dire qu'on met un peu des outils comme ça qu'on connaît, que l'institution connaît, que les techniciens connaissent, faute d'idées, faute d'avoir un peu un minimum réfléchi à ce qu'on veut de cet espace-là. Et en fonction de ce qu'on voudrait de cet espace-là, on peut adapter un outil qui soit un peu plus, peut-être, pertinent et qui ait du sens par rapport à un choix global, sans forcément tout définir. Bon, mais là, on n'est absolument pas dans ce cas-là. Et effectivement, comme tu le disais, Pierre, sur une DUP réserve foncière telle qu'elle est prévue ici, en général, on a quand même un minimum une idée de ce qu'on va y faire. Bon. On parlait des programmes antérieurs qu'il y a eu pour éradiquer le logement indigne avec des rachats d'immeubles qui ont été faits depuis des années par la ville. Mais ces rachats, même s'ils sont conclus au départ pour un motif qui est le motif d'éradiquer le logement indigne, ne se sont historiquement pas terminés par du logement social comme c'était annoncé et prévu. Et on a de nombreux cas d'immeubles qui ont été dans le passé, ce n'étaient pas les mêmes équipes, qui ont été rachetés et qui finalement sont redevenus de l'hôtel meublé ou sont redevenus des immeubles qui se sont dégradés. Donc on a plusieurs exemples, à commencer par le 63 évidemment, mais il y en a d'autres, par exemple le 10 rue du Guesclin, quelques autres. Et donc du coup, le fait qu'il y ait un projet clairement défini au départ et avec un suivi de projet, enfin ce que tu disais aussi, est extrêmement important et c'est une des raisons pour lesquelles on a pensé qu'il fallait en discuter et le dire, l'énoncer clairement. Donc là, on vous fait part de quelques éléments qu'on a pu nous observer et qui nous semblent quand même problématiques, mais à chacun après de se faire son idée. Bon, on ne comprend pas bien pourquoi cet outil-là est mis en place sans avoir un minimum réfléchi et associé les habitants sur le quartier à une réflexion globale sur cet îlot. Très peu de personnes sont au courant de cette DUP et encore moins accessibles sur le quartier. Bon. Vous savez que nous avons demandé à 6 reprises au ministre de l'Équipement, à la ville, à la métropole, que le projet partenarial, que le mot partenarial veut dire partenaire, pas simplement public, mais aussi associer les habitants, leurs associations, leurs commerçants, associer la population, une représentation de la population à la gouvernance de ce projet dans la société publique et dans le comité de pilotage. Et nous avons 2 réponses positives, verbales, une de la ministre Vargon quand elle est venue il y a 2 mois ici, la nouvelle ministre du Logement, et une de la mairie de Marseille qui disent « oui, vous serez associés ». Mais soyons très clairs, à cette étape, il n'y a aucun mode opératoire
il n'y a aucune proposition concrète envers les associations qui agissent sur le quartier ou qui agissent dans le centre-ville pour les associer vraiment à la conception et à la conduite du projet. Et ça, pour nous, c'est l'exigence principale. Un premier élément dont j'ai un tout petit peu parlé, qui est que la DUP est justifiée par une action nécessaire globale sur tout l'îlot. Parce que les propriétaires, les petits propriétaires, n'auraient pas les capacités de financer et de réhabiliter. Bon. Sauf que l'argumentaire n'est pour le coup pas du tout argumenté. C'est-à-dire que, en gros, on n'a pas évalué, et il n'y a aucune étude de capacité de financement propre des propriétaires pour savoir s'ils étaient en mesure ou pas de réhabiliter leurs immeubles. Plus que ça, on ne sait pas aujourd'hui, par rapport au diagnostic qu'on a pu récupérer, parce qu'il y a une vraie difficulté, il faut le savoir aussi, sur la récupération des données et des expertises qui ont eu lieu sur ces immeubles, on ne sait pas aujourd'hui si ces immeubles sont nécessairement tous voués à être démolis. On sait par ailleurs que certaines expertises montrent que bien au contraire, il y a certains immeubles qui n'ont pas de réels problèmes majeurs structurels sur ce périmètre. Donc, l'idée de tout racheter et de justifier une opération globale pour éventuellement tout démolir, ou voire tout réhabiliter, aujourd'hui, elle est relativement contestable. Bon. Un autre élément critique qu'on peut apporter, je terminerai là-dessus, l'urgence, qui est peut-être l'argument principal pour justifier de l'utilité publique de ce projet, par le fait qu'il y a une dangerosité du bâti, un risque d'effondrement potentiel sur les immeubles, et qu'il y a entre autres des problèmes aussi dans les sols, etc. etc. Donc une problématique liée à une urgence réelle d'intervention. Réelle, justement, moi je pose la question, je viens juste de le citer, c'est pas si simple que ça. Les expertises montrent que certains immeubles pourraient être réhabilités et maintenus, mais surtout, la DUP réserve foncière est un processus qui est extrêmement long. Et en termes d'intervention, et on peut en parler puisqu'on est urbaniste, en termes d'intervention d'urgence pour des immeubles qui sont dangereux, il y a d'autres outils qui existent. Il y a des DUP qui sont beaucoup plus rapides, qui sont motivés par un arrêté de péril, c'est pas ça qui est mis en place ici. Et puis il y a surtout des travaux d'office qu'on peut imaginer sur certains immeubles lorsque les propriétaires éventuellement refuseraient, c'est pas le cas de tous, il y en a certains qui veulent refaire aussi leur logement et leurs immeubles. Mais on peut imaginer qu'il y ait des travaux d'office qui soient mis en place par la ville pour se substituer aux propriétaires lorsque les propriétaires ne font pas les travaux. Et ça, ce sont des outils qui sont beaucoup plus rapides qu'une DUP réserve foncière qui va prendre 3, 4, 5, peut-être encore plus d'années avant de pouvoir acheter la globalité de l'îlot. L'argumentaire, qui est le principal argument en fait de l'utilité publique, qui est sur l'urgence à intervenir, il tombe un peu à l'eau. Parce que pour le coup, c'est pas une DUP qui permet d'aller vite sur des projets comme ça. Il peut rester un logement dans un petit immeuble en copropriété qui va mettre 4-5 ans à être racheté. On n'est pas trop surpris que la métropole ne demande pas son avis aux habitants du quartier, en fait, malheureusement. Et donc ça me paraît évidemment essentiel qu'il faille faire du bruit, s'organiser, faire des propositions. Et dans tous les cas, même si c'était vain, il faut le faire avec force. Par contre, la question sur laquelle j'ai plus de doutes, c'est qu'en fait, moi je comprends pas trop si la DUP c'est une démarche qui est pertinente et auquel cas il faut dire oui, allez-y, avancez, mais avec nous, ou si au contraire il serait pertinent de dire non mais en fait il faut pas faire cette DUP, il faut faire autre chose. Les deux en général. Alors moi j'ai fait l'effort d'aller rencontrer le commissaire enquêteur, je l'ai vu mercredi, je lui ai même déposé un courrier. Alors moi je suis un peu surprise, enfin pas surprise, mais par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure, de l'urgence de la DUP, j'avais cru comprendre, puisque j'habite cette rue, j'habite d'ailleurs juste en face de la Dent Creuse, que s'ils avaient voulu faire cette DUP, c'est parce que les expertises qui avaient été menées en 2018-2019 avaient démontré que tous les immeubles entre le 69 et le 83 avaient des dysfonctionnements structurels réels. Alors après, est-ce qu'ils nous ont dit la vérité, est-ce qu'ils nous ont menti, ça, moi je ne peux pas le savoir, mais si ça avait été lancé cette DUP, c'est bien parce que il y avait normalement, tous ces immeubles étaient considérés comme non réhabilitables. Moi en tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre. Maintenant vous êtes en train de nous dire
qu'il y a des immeubles qui seraient structurellement costauds et donc qui n'auraient pas besoin, qu'on pourrait réhabiliter. Moi, ça, je ne l'ai jamais lu nulle part. Donc, c'est déjà une carence de la part en matière d'information. Après, le commissaire enquêteur que j'ai rencontré mercredi m'a dit qu'il était très surpris pour l'instant de ne pas avoir justement reçu plus de public, et notamment les collectifs, etc. Moi, je lui ai dit que de toute façon, l'enquête avait lieu jusqu'au 25 février, donc il attend. Et en plus, d'après ce que j'ai cru comprendre, il est demandeur, justement. Parce que j'ai senti chez lui une humanité et une écoute qui m'a même surprise. Donc, voilà. Et il m'a dit quelque chose d'intéressant, parce que je lui ai carrément posé la question, parce que moi, ce qui m'inquiète en tant que riveraine, c'est combien d'années ça va durer, justement, cette histoire. Nous, on n'en peut plus déjà depuis 2 ans, on a été délogés, hein. Moi, j'ai été délogée pendant 100 jours. J'ai réintégré mon appartement parce que pour l'instant, il tient le coup, même s'il a subi beaucoup de dommages. Et moi, de dire que ça va durer 10 ans, psychologiquement, émotionnellement, c'est impossible. Enfin, même physiquement, je ne peux pas l'imaginer. Et il m'a dit, lui, parce que je lui ai posé la question, qu'apparemment, il y aurait 2/3 des personnes là, qui sont propriétaires de ces immeubles qui auraient accepté une transaction économique, financière. Donc voilà, donc il resterait qu'un tiers. Voilà. Donc moi j'ai vraiment des questions par rapport à ça, quoi. Et le projet, qu'est-ce qu'il compte en faire? Je suis d'accord avec vous, on a besoin de savoir qu'est-ce qui va se faire après cette DUP. Enfin, in fine, quel est l'objectif de la DUP? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je voudrais dire un mot sur la DUP. Une DUP réserve foncière, c'est un outil de contrainte qui permet, au bout du bout, au terme de toutes les procédures, et c'est long, d'exproprier quelqu'un qui ne veut pas vendre. Mais ça sert surtout à faire une contrainte sur les propriétaires pour les amener à vendre et à faire une transaction à un niveau de prix qui soit acceptable pour eux et pour tout le monde. Donc, et c'est pas exclusif d'autres moyens. Alors, donc c'est une des pièces du dispositif. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il y ait un dispositif actif qui mène les négociations d'acquisition, qui évalue le projet, etc. On peut très bien, sous DUP, envisager que un immeuble où tous les propriétaires sont d'accord pour faire des travaux, il y a un plan de travaux adopté, validé par un établissement public ad hoc qui est là pour faire ça, hein, et ben, ils signent un protocole, ils le font, ils contrôlent, ils voient, et ils ne sont pas expropriés. Bon, c'est possible. Hein, mais en somme, donc cette DUP, elle est importante parce qu'elle permet, c'est le premier acte d'une pression, mais elle frappe l'offre comme toutes les DUP précédentes. Hein, je vous rappelle qu'il y a eu une DUP pour le PRI qui a duré 15 ans et qui a été suivie de très très peu d'acquisitions. Alors il faut qu'il y ait en même temps, et c'est un des enjeux à venir, un établissement public, enfin ou un ULSEM, enfin quelque chose, qui soit active et qui travaille sur le projet, sur la connaissance fine des immeubles et des personnes, et sur les différents projets pour monter un projet complexe, qui ne peut être que complexe et difficile et long dans le temps. Cette DUP, elle est importante pour ça. Voilà. Moi, je fais partie des propriétaires de la rue d'Aubagne au 69. Bon, le 69 est un peu particulier, je ne vais pas parler de celui-là parce qu'il est démoli et on est dans des procédures judiciaires. On va parler des autres. Les autres immeubles, pour vous dire, effectivement, il y a une procédure amiable en cours qui a commencé 1 an après que Gaudin ait annoncé que de toute façon, tout le monde serait exproprié. C'est-à-dire qu'en mars 2019, Gaudin, au même temps que le résumé du collège d'experts, le rapport de synthèse paraissait, disant qu'il y avait des problèmes, et que les 8 immeubles étaient concernés, Gaudin a annoncé que de toute façon, il y aurait une expropriation. Il a fallu attendre 1 an pour qu'on ait des offres de l'EPF, l'évaluation de France Domaine. Et pour vous donner l'ordre de grandeur, ça va de 300 € du mètre carré à 2000 € du mètre carré seulement pour 5 appartements. En fait, en majorité, ça va de 300 à 1300 € du mètre carré. Donc, un immeuble en bon état dans Noailles, ça vaut autour de 2000, un appartement que vous achetez. Moi, j'ai acheté au dernier étage avec un balcon, on a acheté 2007 avec le notaire. C'est juste, là, ce qu'on nous dit, 2000 € du mètre carré, c'est à peu près, si vous acceptez, vous prenez un emprunt pour payer, ce qui n'existe plus.
Donc il y a cette problématique-là. Et pour vous dire concrètement, normalement, c'est un processus amiable de négociation. Il n'y a pas de négociation. Actuellement, avec l'EPF, la plupart d'entre nous, on n'a jamais eu de négociation. Nous, on a eu une toute petite négociation au moment où, un an après, ils ont, dans l'urgence, en avril, pendant le Covid, décidé, au fait, on va redémolir le 69 et le 71. Et là, l'EPF s'est pressé de nous dire, ah, on va vous donner 15% de plus. Non, sauf que non, c'est toujours pas possible. Nous, on est particulier, je vous rappelle, nous, on a les meubles qui ont été détruits, on a toutes nos affaires qui étaient dedans, donc on ne peut pas accepter ça. Alors moi, je vais juste vous parler du reste. La DUP réserve foncière, elle a cet impact qui est de dire on va récupérer l'ensemble. Nous, on s'est un peu rassemblé avec des propriétaires qui sont volontaires pour faire leurs travaux. Et on prône de dire plutôt, il y a d'autres solutions de DUP, il y a réhabilitation immobilière ou logements sociaux, des DUP logements sociaux, DUP réhabilitation immobilière qui vont séparer ceux qui veulent faire leurs travaux, on les garde, ils payent, et voilà. Ceux qui ne veulent pas, on les rachète, et différemment. Ça permet aussi d'agir maintenant, parce qu'il y a des propriétaires qui sont en capacité d'agir aujourd'hui, de prendre un architecte et de travailler, d'avoir leurs documents et de commencer les travaux dans 3 mois. Là, si vous dites à un propriétaire qui a acheté, je ne sais pas quand, peut-être qu'il y a des torts, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont mal entretenues, pas vues, ou même mal fait. Ça, on peut le reconnaître. Mais toujours est-il que si vous leur dites que vous les rachetez à 400 € du mètre carré, ils vont se battre en justice. Ils ne peuvent pas faire autrement. Techniquement, qu'est-ce qui va se passer? On est dans une impasse. C'est-à-dire que vous leur dites, vous avez peut-être acheté votre appartement 2000 € du mètre carré, on vous rachète 800, 1000. Je ne peux pas accepter. Donc je vais me battre en justice. Donc le fait d'aller dans cette impasse oblige les gens à retarder le processus. Ce qui est une aberration. Alors que si on était déjà sur des offres à peu près cohérentes, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui pourrait, dans la négociation, avancer. Là, on est sur des offres tellement faibles et une impasse complètement généralisée. Il n'y a pas de demi-mesure, on exproprie tout le monde. Alors qu'il y a des gens qui sont vraiment dans cette démarche-là de dire « je peux faire les travaux ». On en parlera peut-être, il y a un propriétaire qui est là, qui pourra vous en parler, qui est en train de réaliser ses travaux. Donc il y a des choses où on n'est pas dans ce tout ou rien généralisé qu'on nous explique depuis tout le temps que laissez faire la force publique, il n'y a pas le choix. Alors les 2 arguments dont parlait, c'est l'urgence. L'urgence, elle est différenciée suivant les bâtiments qui ont des causes plus ou moins graves. Ce n'est pas un ensemble de bâtiments qui sont tous dans le même cas, la même problématique. D'ailleurs, il y a des avis différents entre les experts judiciaires et le collège d'experts du CSTB de la ville. Ça, on l'a répété. Le collège d'experts, dans son premier rapport, lui, il disait péril ordinaire sur le 73, 75, 77. Les experts judiciaires sont passés après. Ils ont dit péril imminent sur les 8. Donc, alors, péril imminent, ça veut dire que il y a quelque chose qui peut vous tomber sur la tête demain, donc c'est vraiment urgent de sortir. Il y a des choses qui peuvent tomber, et il faut agir dans l'urgence. Il faut mettre des étais, des barres de métal pour soutenir la poutre. Il faut arracher les choses qui peuvent tomber de la façade. Il faut faire en sorte que ça soit vraiment plus dangereux tout de suite. Il y a sécuriser, c'est la sécurisation. Le péril ordinaire, c'est oui, bon, il y a un gros problème. Cette fois-ci, on ne va pas faire un péril ordinaire et vous donner 15 jours pour régler le problème. On va vous donner 6 mois. Si vous commencez à agir, on va vous rallonger 3 mois. Et on va faire en sorte que ce n'est pas mettre un étai sous la poutre. C'est que la poutre, elle est un peu rongée. Et qu'on sait qu'à terme, il n'y aura pas le choix que la renforcer ou de la changer. Mais elle ne tombera pas demain. Donc, on va mettre un péril ordinaire et on va vous donner 6 mois pour travailler sur cette poutre avec votre architecte. Mais le péril ordinaire, c'est de mettre un étai sous cette poutre-là parce qu'on ne sait pas, elle va peut-être tomber demain. Donc, il y a une différence déjà dans la gravité de chacun des immeubles. Et après, il y a une autre partie, l'autre argument fort de cette DUP, de dire ces 8 immeubles sont mitoyens et ils ont à chacun un mur qui est commun. C'est-à-dire que mon plancher repose sur un mur, mais l'immeuble du voisin a son plancher qui repose sur le même mur. Donc, il y a un ensemble des immeubles. Mais ça, c'est vrai
jusqu'à cet immeuble-là, jusqu'au 91. Le 91 a une différence de construction beaucoup plus récente. Mais en fait, si vous regardez avant, le 89 est aussi dans ce mode constructif. C'est-à-dire qu'il est lié au 87, il est lié au 85, il est lié au 83. Alors déjà, pourquoi s'arrêter au 83 ? C'est une première question. Mais ce qui est important derrière, c'est que nous, on n'est pas dans l'idée on va faire tout seul. Depuis le début, on demande les documents de la ville, on demande les documents d'Axiolis, on demande les documents du CSTB, et on dit restez maître d'œuvre. Restez l'entité publique qui va dire eh ben, moi, je veux que le 73 fasse d'abord ses problèmes de cave, avant que le 75 fasse sa charpente, et qu'ils soient maîtres d'œuvre, qu'ils organisent. Ça n'empêche pas que les propriétaires peuvent avoir chacun le droit de mettre l'argent et qu'on ait une maîtrise d'œuvre qui est à la fois publique et privée. C'est pour ça que nous, on est plus pour une idée de DUP logement social ou DUP réhabilitation immobilière. Voilà, et puis on va vous faire passer des formulaires, comme le disait tout à l'heure Patrick, où vous pouvez déjà écrire vos propositions et soit les déposer directement à la rue Fauchier, soit peut-être qu'on peut les récupérer d'une manière ou d'une autre. Voilà, merci. Il y avait aussi